Bon, bah, je pense qu'on va démarrer tout doucement. Enfin, on va démarrer tout simplement, en fait. Bienvenue à tout le monde. Encore une fois, je suis Sylvain Gerbert. Je suis infirmier chez Prevnik sur le secteur de Roissy, la plateforme aéroportuaire. Je coanime ce webinaire avec ma collaboratrice qui va se présenter dans quelques instants. Oui. Euh, on vous présente donc aujourd'hui un webinaire qui s'appelle Alimentation sommeil, les bonnes pratiques pour trouver son équilibre, un sujet très ambitieux, ma foi. Le webinaire se veut plutôt pratico-pratique avec quelques petits tips, quelques petites astuces, quelques petits conseils pour essayer d'améliorer à la fois la qualité de son alimentation, son hygiène de vie et la qualité de son sommeil. Comme vous l'avez compris, nous sommes deux infirmiers, en tout cas si je ne l'ai pas précisé, je le redis une fois encore, on n'est pas médecin, on n'aura peut-être pas la réponse à toutes les questions qui pourraient être posées, mais en tout cas on essaiera de se renseigner et on reviendra vers vous dans un second temps si on n'a pas les réponses en tout cas aujourd'hui. Pour ceux qui sont habitués avec le format webinaire, les micros et les caméras sont coupés. C'est un peu normal, sinon ça serait un peu chaotique et un peu compliqué à gérer pour nous. Vous avez bien évidemment la petite fenêtre questions et réponses que l'on vous encourage à utiliser si vous avez des questions au cours de cette présentation. N'hésitez pas. On les reprendra dans un deuxième temps, plus probablement à l'issue de cette présentation qui va être décomposé donc en deux parties, hein. Une première sur l'alimentation et l'hygiène de vie, enfin l'hygiène alimentaire, et puis la deuxième partie sur le sommeil. Et je laisse la main à ma collègue qui va commencer à présenter tout ça, et tu n'hésiteras pas à me dire quand tu veux que je swipe les slides. Ça marche, merci Sylvain. Alors, je me présente, je suis Patricia Gonçalves da Silva, tout comme Sylvain, je suis infirmière en santé au travail chez Prevlin, je ne suis pas diététicienne, je ne suis pas nutritionniste, si, comme a dit Sylvain, on reviendra vers vous si on n'a pas les réponses à vos questions. Hop, on peut y aller. Ah, ça y est, on va y arriver. Alors, pourquoi manger équilibré? Tout d'abord, équilibrer son poids, stabiliser son poids. Parce que si on a une alimentation trop riche, ce qui fait augmenter la masse graisseuse. Préserver la santé de nos organes, parce que nos organes ont besoin de vitamines, de minéraux, de sucre et de graisse. Renforcer notre système immunitaire, tout simplement pour nous défendre contre les microbes qu'on est en contact quotidiennement. Améliorer la concentration et la vigilance parce que notre cerveau est grand demandeur. Donc, il faut avoir une alimentation équilibrée pour lui permettre de bien travailler. Faciliter la digestion, tout simplement en mâchant bien, mastication est très importante. Et l'apport en fibres aide énormément. Pilier l'essentiel dans l'équilibre santé au travail. Être efficace et endurant, parce qu'il faut adapter l'alimentation en fonction de votre activité physique et de vos performances. Et ça réduit les risques de certaines maladies chroniques comme le diabète, le cholestérol ou l'hypertension. Et l'équilibre se fait en général, enfin, se fait principalement sur la semaine. Il faut pas hésiter de se faire plaisir de temps en temps. Et on mange en minimum, environ minimum 20 minutes pour laisser le temps au cerveau et d'avoir cette sensation de satiété. Ensuite, la pyramide alimentaire. L'explication est très simple. C'est tout ce que notre corps a besoin. Donc, plus on en a besoin, plus c'est vers le bas. Plus on monte, moins notre corps en a la nécessité. Tout en bas, nous avons l'eau et les boissons non sucrées. Donc, l'eau, bien évidemment, en grande quantité, surtout en cette période de canicule où il fait très chaud. Et vous pouvez aussi boire du thé, des infusions, du café. Mais quand même, la majorité de ce que vous devez boire, c'est de l'eau. Les fruits et légumes, au moins 5 par jour. Alors, on parle de portions, pas de un fruit ou 5 fruits. Ils sont riches en fibres, qui facilitent la digestion, en vitamines, en minéraux. Ensuite vient les féculents légumineux à chaque repas, parce que c'est un apport de glucides. C'est du sucre lent, ça nous permet de tenir toute la journée. Nous avons le lait, les fromages, les yaourts, tout ce qui est produits laitiers, 3 fois par jour. Favorisez le lait de vache, le brebis ou chèvre, mais faites attention, certains sont très caloriques, très gras.
La viande, les œufs ou le poisson, c'est 1 à 2 fois par jour. Les proportions, nous verrons ça tout à l'heure. Matière grasse, produits salés, donc faut faire à limiter, même si on en a besoin, parce que notre corps a besoin de cette matière grasse dans tout ce qui est insaturé, mais aussi saturé. Et produits sucrés, le chocolat, les bonbons, les glaces, à pas proscrire. On en a besoin pour le plaisir. On peut y aller. J'ai perdu ma souris, la voilà, on est reparti. Donc tout d'abord, les féculents. Qu'est-ce qu'on appelle féculents? Nous avons les légumineux, les haricots blancs, les lentilles, les produits céréaliers, le pain blanc, les pâtes, le riz et les tubercules. On connaît moins, surtout le nom. C'est plutôt les topinambours, les pommes de terre, les patates douces. Hop. Alors, pourquoi les féculents? Ils sont indispensables pour notre journée. C'est ce qu'on appelle le sucre lent. Ça nous donne de l'énergie. Et c'est rassasiant parce que plus quand on en mange, on se sent bien, on a bien mangé, on se sent bien. Privilégier les céréales complètes. Pourquoi? Parce que l'indice glycémique est modéré contrairement aux farines blanches. Ça nous évite aussi de grignoter, d'avoir les petites faims. La cuisson al dente, pourquoi? C'est très simple. Parce que l'indice glycémique est plus faible quand elle est al dente. L'indice glycémique, c'est quoi? C'est l'absorption du sucre dans le sang. Donc plus elle augmente, plus vous risquez, plus vous le sucrez dans le sang, en fait, plus rapidement. Ce qui fait augmenter la glycémie. Et l'énergie dure plus longtemps parce que parce qu'on le digère plus lentement. Donc on a de l'énergie à rallonge. Les Désolé pour proportions. ça. Non, pas de souci. Les proportions, donc elles sont très simples. Il faut se dire que les pâtes, le riz, en fait, majoritairement beaucoup de légumineux, excusez-moi, de féculents, sauf la pomme de terre, augmentent après cuisson, donc à peu près 3 fois. Donc c'est-à-dire que vous faites cuire 30 grammes de riz, et ben vous avez 3 fois plus en cuisson, après cuisson. Donc c'est pour ça qu'il faut, quand on pèse, c'est après cuisson. Et au niveau du pain, comme vous pouvez le voir, 25 grammes d'une baguette, c'est un tout petit morceau. Donc on évite de manger la demi-baguette pour le sandwich, c'est que c'est un apport conséquent. Passons ensuite aux viandes, poissons, œufs et alternatives végétales. Donc nous avons 2 types de protéines. Donc les protéines animales, donc tout ce qui est viande, donc les œufs aussi, les viandes rouges et tout. Et protéines d'origine végétale, donc tout ce que nous avons, les légumineux, les lentilles, les pois chiches et tout. Donc vous n'êtes pas obligé de manger de la viande à chaque repas. Vous pouvez faire une alternative avec des légumineux, tout en gardant en tête qu'il vous faut votre portion de protéines. Donc ça ne doit pas remplacer l'autre portion, que ce soit féculent ou le légume. Donc, quelle quantité? Une portion, c'est très simple. C'est 2 tranches de jambon, 120 grammes de poisson, 2 gros œufs, 100 grammes de viande, 60 grammes à peu près de légumineux crus, pois chiches, lentilles, un steak végétal et du lait ou fromage. Donc, gardez en tête, c'est que si vous voulez manger du fromage au dessert, vous devez diminuer votre proportion de viande ou de poisson dans le repas. Les fruits et les légumes, donc c'est les bienfaits, donc c'est digestif, rempli de vitamines, c'est une source de fibres, donc ça permet de faciliter la digestion. Certains légumes ou certains fruits sont une source d'eau. Donc ça permet de éviter les déshydratations, surtout en forte chaleur. Faible valeur donc de certains fruits et légumes ont une indice glycémique basse, mais aussi un apport de glucides et du lipide bas. Donc vous pouvez en manger en plus grande quantité. Donc les parts, c'est une part de légumes frais, surgelés ou en conserve, représente à peu près par repas 80-100 grammes. À une petite assiette de crudités ou de légumes cuits, une endive, une tomate moyenne, 1 ou 2 carottes en fonction de la taille, un bol de soupe. Donc oui, un bol de soupe, c'est pas plusieurs portions, c'est une seule portion. Et une part de gratin de légumes. Pour au niveau des fruits, alors c'est à peu près comme la main. Une pomme, une poire ou une banane, 2 clémentines, 2 kiwis, 2 gros abricots.
une poignée de cerises, un petit bol de salade de fruits ou de fruits au sirop, mais bon, à éviter de consommer avec le sirop, et un petit pot de compote sans sucre ajouté, sachant que si l'aliment est transformé, on perd en valeur nutritive. Les produits laitiers, donc c'est source de calcium, de vitamine D, de protéines, de sources de lipides. Alors faire attention aux lipides, hein, c'est une quantité raisonnable. C'est pour ça qu'on doit faire l'équilibre au niveau des repas. Et ça renforce la densité osseuse. Mais les produits laitiers, ce sont pas les seuls aliments qui sont riches en calcium, hein. Vous avez les amandes, vous avez les noix de Brésil, les noisettes par exemple. Donc ceux qui ont du mal à digérer le lactose, vous avez d'autres aliments qui peuvent vous aider à avoir du calcium. Les boissons, donc l'eau, bien entendu, c'est la seule boisson indispensable au fonctionnement de notre corps. C'est ce qui en a une grande partie. Donc, on recommande de consommer à peu près 1,5 litre à 2 litres par jour en fonction de la température et de ce que vous faisiez. Ça veut dire que si vous transpirez beaucoup, il faut avoir un plus grand apport. Ça facilite l'élimination des déchets, donc tout ce qui est nettoyage du corps, prévention des céphalées, dans ce qu'on appelle les migraines liées à la déshydratation, et ça réduit la fatigue oculaire, surtout pour ceux qui travaillent énormément sur les écrans. Faites attention, les boissons sucrées ne remplacent pas l'hydratation. Au contraire, ça nous donne encore plus soif. Et un coca classique contient environ 39 grammes de sucre pour 355 millilitres, soit à peu près 10 carrés de sucre. Donc, c'est pas très appétissant en fait quand on entend parler de ça. Donc, à consommer avec modération. Le sucre et les produits sucrés, c'est addictogène. Le sucre appelle le sucre. Donc attention aux personnes qui ont des problèmes, certaines maladies comme le diabète. Donc certains sucres, on a des glycémiques, se digèrent très rapidement, donc il est plus rapide dans le sang. On peut avoir des hyperglycémies à cause de ça. Donc plutôt favoriser une consommation de sucre naturel et faites attention au sucre industriel. Donc si vous voulez faire des petites pâtisseries, favorisez les maisons, comme ça c'est vous qui gérez le sucre dedans. Et le fruit, c'est très sucré, donc ça peut remplacer un petit peu le sucre ajouté. Le sel, donc il est indispensable. Notre sel, on en a besoin, mais à petite dose, c'est à peu près 5 grammes par jour chez l'homme ou la femme. En excès, il favorise l'hypertension, l'hypertension et tout ce qui est maladie cardiovasculaire. Donc, ça donne du goût, c'est bien, mais faites attention au sel ajouté dans les plats industriels. Toujours vérifier les étiquettes. Donc là, on va parler du petit déjeuner. Donc, ce qu'on recommande pour un petit déjeuner. Donc, un produit céréalier, pain, céréales. Donc, favoriser plutôt le pain complet. Apport calcium, du lait, un yaourt ou des amandes. Un fruit entier. Donc, le jus de fruits, ça donne pas autant d'énergie qu'un fruit. Pourquoi? Parce que vous avez plusieurs fruits dans un jus de fruits. Du coup, vous avez beaucoup plus de sucre. Donc, vaut mieux le manger. C'est plus savoureux. Et une boisson, du thé, un café, à votre convenance, mais sans sucre. Les repas. Donc, le repas, c'est la moitié de fruits et légumes. Vous pouvez le partager 50-50. Donc, soit les légumes crus, soit les fruits cuits ou crus. Et protéines. Donc, vous avez le choix. C'est varié. C'est important la variété. Soit de la viande, du poisson ou deux œufs. Ou dans le végétarien, ça fait du bien une fois de temps en temps de ne pas manger de produits d'origine animale. Donc, vous avez les légumineux. Vous pouvez remplacer par le pois chiche, les lentilles, haricots verts, les fèves, les pois. Et les féculents, donc les céréales, le riz complet, les légumineux, vaut mieux favoriser ça pour faciliter la digestion et limiter avoir un apport trop important en glucides ou en lipides. Donc, il est important de conserver les mêmes apports qu'au déjeuner, mais en qualité moins importante pour le soir. Parce que le soir, on va plutôt aller dormir, on va pas aller courir ou autre. Donc, le corps a besoin de se reposer, mais il n'a pas besoin d'autant d'apports caloriques la nuit. Il est possible de supprimer l'apport protéine le soir. Elle est suffisante au déjeuner. Donc, c'est pour ça que c'est 1 à 2 fois par jour. Et le dîner vous permet aussi de rééquilibrer votre apport nutritionnel de la journée. Par exemple, si vous voulez vous faire plaisir à midi, vous rééquilibrez le soir par exemple une petite salade.
Enfin, donc les conseils, donc il faut prendre le temps de manger assis et au calme, pas devant les écrans, parce que notre cerveau n'est pas concentré. Il va se focaliser sur les écrans, du coup vous allez manger sans savoir ce que vous mangez. On ne saute pas le repas. Ça ne permet pas au corps d'avoir l'apport suffisant. Du coup, il va aller se rapprocher du prochain repas. Donc, on va beaucoup plus manger. On recommande 3 repas par jour, mais vous pouvez faire des petites collations si vous avez un petit creux. Consommez des fruits, des légumes de saison. Ils sont plus juteux, meilleur goût. Pensez au surgelé, parce que ça permet de conserver plus longtemps et c'est plus rapide à cuisiner. On évite le grignotage. Si vous avez un petit creux, vous pouvez manger une pomme, parce que ça permet de se rassasier. Variez les recettes. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Il faut juste changer, par exemple, la sauce, l'accompagnement. Et important, reconnaître la sensation de faim et pas l'envie de manger. Des fois, quand on va dans le sucre, c'est que notre corps a besoin de sucre. Ça veut dire qu'il n'a pas mangé suffisamment. Eh bien, merci Patricia pour cette présentation. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter. Non, juste se faire plaisir, avoir une bonne alimentation, c'est se faire plaisir, pas se priver. Le corps n'aime pas la frustration. Donc, comme j'ai dit au début, l'équilibre se fait sur la semaine. On ne se frustre pas, on mange de tout. Faites attention aux plats extra transformés, il y a du sucre et du sel caché. Donc c'est important de reprendre goût à cuisiner. Prévoir les recettes en semaine, ça vous facilitera le travail et faire les courses. Voilà. Si vous avez Merci des questions, beaucoup. n'hésitez pas à écrire. Voilà, exactement. Alors, j'ai vu qu'il y en avait. Il y avait déjà une question. Je pense qu'on va plus ou moins y répondre d'ici peu quand on va aborder Oui. le sommeil. Mais n'hésitez pas à inscrire vos questions. Alors, je ne vous cache pas que c'est la première fois qu'on fait cette présentation en co-animation avec deux sujets. Donc, on a des petits problèmes. On peut avoir des petits problèmes de rythme. Là, on a été Mm. relativement vite. Et donc, bon, peut-être qu'on finira un peu plus tôt. Bah, c'est pas très grave. En soi, les informations ont été transmises en tout cas. Euh, on va prendre le temps d'aborder justement un petit peu cette thématique du sommeil et de comment favoriser un sommeil de qualité. Encore une fois, un titre très très ambitieux, ma foi. Et n'hésitez pas à intervenir, à poser vos questions. On prendra le temps. On aura le temps, je pense, d'essayer d'y répondre, en tout cas ensemble. Alors, comment favoriser un sommeil de qualité? On va essayer d'y répondre, enfin en tout cas en partie, hein, parce que si j'avais la solution, je serais bien évidemment très riche. Ce que j'aime bien remettre en avant, c'est qu'il y a un contexte de vie qui impacte très clairement le sommeil. Grosso modo, depuis l'apparition de l'électricité, on a perdu quand même pas mal de sommeil parce que on fait beaucoup de choses, on ne vit plus véritablement avec les cycles tels qu'on avait l'habitude de le faire, de se lever aux aurores, de se coucher le soir, hein, quand le soleil se couche. Et donc, clairement, l'électricité, en moyenne, a fait perdre à peu près 1 heure de sommeil depuis environ un siècle. Le rythme de vie se veut aussi beaucoup plus dense et beaucoup plus soutenu, et un petit peu aussi à cause de nous, à cause de nos habitudes. Dernièrement, 33% des Français avouaient qu'ils reniaient clairement sur leur temps de sommeil pour conjuguer vie privée et vie professionnelle. Tout simplement, clairement, on a envie d'en profiter quand on rentre et on va essayer de faire certaines choses, que ce soit chiller sur Netflix ou que sais-je. Donc oui, on va rogner très clairement sur notre sommeil. On est un petit peu moins en extérieur, on a beaucoup plus d'activités sédentaires en intérieur. Alors, pas tout le monde, hein, bien évidemment, il y a encore des personnes qui travaillent dehors, mais c'est vrai que on a moins de contact avec la lumière naturelle et l'obscurité. Et c'est cette lumière naturelle et cette obscurité qui réglait un petit peu, qui rythmait le cycle, c'est ce qu'on appelle le cycle circadien, hein, pour ceux qui en ont déjà entendu parler. C'est ce cycle de 24 heures où notre organisme, il est régi par une certaine façon de fonctionner et très, très influé, et uniquement influé d'ailleurs, par ce rythme jour-nuit. Notre rythme de travail peut être aussi à l'origine de quelque chose qui va avoir un retentissement sur le sommeil, la sédentarité, moins d'activité physique, un peu plus de télétravail, donc des choses qui vont un peu moins favoriser les déplacements, hein, que ce soit les déplacements travail-domicile, qui peuvent parfois être
pénible, mais au moins ça nous faisait sortir, ça nous fait sortir. Et bah, de fait, il y a un peu moins de fatigue physique. On a besoin d'avoir une certaine fatigue physique pour arriver à favoriser les phases d'endormissement, à aider les phases d'endormissement et à consolider les phases de sommeil profond et paradoxal. Donc, moins de fatigue physique avec parfois un peu plus de charge mentale, que ce soit perso ou que ce soit au travail, bah oui, ça va venir s'impacter aussi. Des repas qu'on peut prendre à des heures variables, voire absence de repas. Bon, ça fait écho un petit peu à ce que disait Patricia pratiquement tout au long de la présentation qu'elle nous a fait au début. Donc c'est vrai que ça aussi, ça va avoir un retentissement avec le sommeil. Donc c'est vrai que l'alimentation et sommeil, ça fait écho quand même parce qu'il y a beaucoup de choses qui interagissent l'un avec l'autre et l'un impactant l'autre en fonction des habitudes ou des mauvaises habitudes qu'on peut avoir. Bon, on le sait tous, hein, il y a un critère anxiogène aussi qui va très clairement s'impacter sur le sommeil. Il n'y a pas si longtemps que ça, on a vécu une crise sanitaire qui a pu dégrader le sommeil. Je crois qu'il y avait eu pas mal de communication à l'époque et pas mal de constats qui avaient été faits où, pendant la crise sanitaire, le sommeil des Français en moyenne avait été très, très perturbé quand même. Il peut y avoir tout un tas de préoccupations. Alors, on en a mis quelques-unes. Ça peut être des préoccupations en lien avec l'emploi, hein. Le contexte fait que bah, de nos jours, il peut y avoir des préoccupations pardon, très légitimes dans ce sens. Ça peut être des préoccupations écologiques, du réchauffement climatique. Il peut y avoir tout un panel d'exemples, un contexte politique ou géopolitique d'ailleurs, malheureusement, voilà, hein, qui est quand même cœur de l'actualité ces derniers temps. Donc tout ça fait que, oui, notre sommeil, il est mis à rude épreuve. Quand on parle de durée d'un bon sommeil, en général, alors ça dépend les études, en Europe, on est plutôt aux alentours de 7 heures, un peu moins pour les pays anglo-saxons. On va rester sur cette donnée-là, proche de 7 heures. Idéalement, c'est ce qu'il nous faut pour bien récupérer. En dessous, donc comprendre aux alentours de 5h30, 6 heures, voire moins, eh bien, il y a un vrai risque métabolique, voire cardiovasculaire et même de diabète de type 2. Ces risques-là sont très, très nettement augmentés. Donc, on parle de quoi? De troubles dyslipidémiques, du cholestérol, des triglycérides, de diabète dans certains cas, hein. Il y a dans la population des travailleurs de nuit ou horaires atypiques, il y a beaucoup plus de personnes qui souffrent à la fois de problématiques de poids, mais aussi des problèmes de diabète, de triglycérides, de cholestérol. Et puis, de plus en plus, on s'aperçoit qu'il y a une vraie corrélation quand même entre certains types de cancers pour les personnes qui travaillent de nuit, cancer du sein chez la femme, cancer de la vessie chez l'homme. Enfin voilà, il y a des choses quand même, il y a des chiffres qui peuvent nous laisser penser que les horaires atypiques, le travail de nuit ou des troubles du sommeil qui seraient chroniques auraient aussi un impact. Et en plus de cela, parce que sinon ce serait trop facile, c'est qu'on n'est même pas tous égaux au niveau du sommeil. Il y a plusieurs typologies de personnes. Il y a des personnes qui vont vraiment avoir besoin de très peu de temps. Alors, est-ce que ce sont les futurs X-Men de notre époque? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des scientifiques qui ont mis en lumière un gène chez une très faible partie de la population, hein, environ 3%. Donc des gènes chez des personnes qui fait que bah, ils arrivent à parfaitement fonctionner avec moins de 6 heures de sommeil par jour et qu'a priori, ça n'aurait même pas de retentissement sur leur santé. C'est-à-dire que moins de 6 heures, bah, eux, ça leur suffit, ils ont leur taux et ça se passe très bien. Bon, en règle générale, on le sait si on est concerné, hein, c'est pas mon cas, ça c'est une certitude. Après, on va avoir les normaux dormeurs, comme on dit, donc c'est entre 6 et 10 heures. Bon, vous voyez que les chiffres ne sont pas toujours vraiment très bons, puisqu'on parle idéalement durée proche de 7 heures. Mais bon, parfois 6-10 heures, on dit que ça correspond aussi à ce qu'il nous faut. Et puis, il y a ceux qui n'ont pas de chance, hein, c'est un peu la double peine. C'est ceux qui ont vraiment les longs dormeurs, donc ceux qui ont vraiment besoin d'une durée un peu plus longue, aux alentours de 10 heures, pour arriver à bien fonctionner. Pour bien fonctionner, ça veut dire qu'il n'y a pas de retentissement au cours de la journée. Mon sommeil a été suffisamment long et suffisamment efficace pour que j'arrive à fonctionner pardon, normalement durant ma journée de travail. Donc, c'est quand même 8% de la population, c'est quand même pas rien. Alors, on a besoin d'un sommeil de qualité, on a besoin de bien récupérer pour bien récupérer. Oui, voilà, c'était ça le terme que je voulais mettre en avant. Mais qu'est-ce que l'on entend par bien récupérer?
Bah déjà, le fait de mettre au repos certaines fonctions, certains organes, que ce soit le muscle, que ce soit les tubes digestifs, ça permet au corps de se régénérer et de récupérer. Quand on parle du cycle circadien, donc je l'ai évoqué un petit peu en préambule, c'est-à-dire que notre corps fonctionne d'une certaine façon. C'est comme une sorte de pré-programmation à la naissance et on va fonctionner d'une certaine façon. Pour parler du système digestif, par exemple, aux alentours de 1 heure, 2 heures du matin, les mouvements intestinaux vont commencer à ralentir, voire même parfois pour certaines personnes à s'arrêter. Tout simplement parce que bah, le corps humain va mettre en repos certaines fonctions pour justement qu'il récupère. Et c'en est de même pour les muscles et tous les tissus dont on est composé. Ça va avoir aussi un effet sur nos activités intellectuelles, hein, l'attention, la mémoire, la logique, la capacité à retenir les choses, hein. On se souvient tous de nos parents qui nous ont dit avant des épreuves de bien dormir pour bien, bah oui, effectivement, c'est qu'on a besoin d'avoir un bon sommeil pour vraiment consolider les connaissances qu'on a pu acquérir au cours d'une journée, semaine, etc. Donc ouais, c'est extrêmement important. Et puis voilà, moi j'aime bien les expressions, elles ont toujours du sens. On s'est certainement tous fait la remarque, je suis fatigué en ce moment, je comprends rien, j'entrave rien. Oui, bah effectivement, c'est dès lors que l'on est fatigué, qu'on est en manque de sommeil, on a des difficultés cognitives, on a du mal à raisonner, on a du mal à aller au bout des choses, avoir un mode de raisonnement très abouti. Euh, D'ailleurs, un autre exemple, hein, c'est pas pour rien qu'une des méthodes de torture les plus prisées de nos jours, c'est la privation de sommeil, hein, parce que ça nous démunit complètement. C'est vraiment quelque chose qui est absolument terrible pour le cerveau. Un bon sommeil, une bonne récupération, ça va aussi favoriser la sécrétion hormonale. Alors, encore une fois, hein, c'est pas pour rien que les ados, ils dorment je ne sais combien d'heures, bah, parce qu'effectivement, à cet âge-là, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le corps. Et le corps, il produit, il sécrète, il fait plein de choses, et il a besoin aussi de dormir pour que ça se passe. Ça va renforcer l'efficacité des défenses immunitaires. Encore une fois, on s'est tous fait la remarque. Je suis fatigué, j'attrape tout ce qui traîne en ce moment, la gastro, l'angine, l'otite, etc. Bah oui, parce que pendant ce temps de sommeil, le corps va régénérer, retransmettre des infos sur toutes les cellules immunitaires et tout ce système-là pour qu'il soit efficient au quotidien. Et dès lors qu'on va avoir un sommeil qui va être un peu altéré, qui va être perturbé pour différentes raisons, eh bien, ça va venir fragiliser nos défenses immunitaires. Ça va aussi venir renforcer et réparer le système nerveux au niveau des échanges dopaminergiques. C'est plutôt dans le cerveau. La biochimie du cerveau, c'est très important parce que ça permet de bien le régénérer. Il y a aussi une donnée, on en parle un petit peu moins, mais le cerveau va vraiment aussi faire un gros travail au cours de la nuit où il va venir un petit peu traiter psychiquement certaines informations. En gros, toutes les choses qui au cours d'une journée peuvent nous avoir un petit peu touchés émotionnellement. Je me suis fâché avec mon supérieur, je le vis mal, enfin c'est quelque chose qui me prend un peu aux tripes et j'ai un peu de mal à m'endormir. Eh bien, si la nuit se passe bien, si je récupère bien, le cerveau va traiter tout ça, va reproduire, il va limite un peu rejouer cette scène-là en la classant, en rendant une issue un petit peu moins dramatique. Donc, tout ça est fait de façon inconsciente au cours du sommeil, sur des phases de sommeil paradoxales. Peut-être que vous avez des exemples de rêves un peu rocambolesques. Eh bien, justement, c'est ce temps-là que le cerveau va prendre pour traiter un petit peu les choses qui ont pu nous perturber, de façon à ce que le lendemain matin, bah, ce soit un petit peu moins perturbant et qu'on puisse aller de l'avant. Donc voilà, il y a un gros travail de récupération psychique aussi pour qu'il y ait une certaine stabilité émotionnelle et psychique. Donc, c'est au cours de notre nuit de sommeil. On va tout de suite reparler des petits tips, des petites solutions, des petits conseils qu'on peut avoir, enfin que je pourrais vous transmettre pour essayer d'améliorer un peu le sommeil. Et pour faire directement écho avec ce qu'on a vu précédemment avec Patricia, on va reparler de l'alimentation et je suis sûr qu'elle sera d'accord avec moi. Bien souvent, quand on parle de qualité du sommeil, on va parler d'alimentation. Patricia en parlait aussi d'un repas un petit peu plus léger, etc. Parce qu'effectivement, on l'a dit, notre organisme, il va un peu ralentir les mouvements intestinaux. Si on va manger la raclette à 3 heures du matin, le sommeil ne va pas être de très bonne qualité. Euh, Idéalement, ce dont on a besoin pour favoriser le sommeil, c'est des aliments riches en tryptophane.
Tryptophane, c'est un acide essentiel qui va nous permettre de produire de la sérotonine. Et cette sérotonine, c'est ce qui nous permet de synthétiser la mélatonine. Comme chacun le sait, la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. J'ai besoin de mélatonine pour arriver à m'endormir. J'ai besoin de mélatonine pour consolider mon sommeil profond, paradoxal, enfin les différentes phases de sommeil. Donc c'est quelque chose qui est essentiel pour l'organisme. Et de fait, certains aliments sont riches en tryptophane qui va me permettre d'avoir à terme de la mélatonine. Donc ça va être de la volaille, ça va être des viandes blanches essentiellement, du poisson, ça peut être le thon, ça peut être le saumon, les produits à base de soja, les algues aussi. On s'est aperçu qu'il y avait vraiment énormément de tryptophane dans les algues. C'était assez conseillé. Les fruits secs, le chocolat. Si vous êtes intéressé par tous ces aliments-là, vraiment, il y a énormément de listes avec des sites qui proposent des listes bien plus exhaustives que je peux avoir là aujourd'hui. Et donc, vous retrouverez toutes ces informations-là hein, avec recherche d'aliments riches en tryptophane, vous retrouverez tout ce qu'il faut. A contrario, bah, je le disais un petit peu auparavant, si je mange trop gras, si je mange trop riche en protéines, eh ben, ça va venir avoir déjà un effet directement sur ma sécrétion hormonale. Donc, on voit que ma récupération sera déjà directement impactée. Et puis, surtout, l'autre point, c'est que, euh, comme je vous le disais, le corps humain va se mettre un petit peu au ralenti au cours de la nuit. Si je mange quelque chose d'un petit peu trop riche, un petit peu trop gras, un petit peu trop lourd vers 22 heures, 23 heures ou un peu plus tardivement, et que je vais me coucher quelque temps après, eh bien, ça va rester dans les anses intestinales, ça va traîner un petit peu dans l'abdomen. Et puis, bah voilà, encore une fois, on s'est certainement tous fait cette remarque de se réveiller après un repas un peu riche et de se dire, oh là là, je sais pas ce qui s'est passé, mais l'entrecôte, elle m'est restée sur l'estomac toute la nuit. Bah, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Il est resté dans le tube digestif une bonne partie de la nuit parce que le corps s'est un peu mis au ralenti à ce moment-là. Et de fait, bah, le sommeil se retrouve clairement impacté puisqu'il y a quelque chose qui doit travailler alors qu'il ne veut plus travailler. Donc oui, l'alimentation trop riche avant de se coucher, c'est quelque chose qui est très, très impactant au niveau de la qualité du sommeil. On peut parler bien évidemment aussi des substances psychoactives. Alors vous aurez reconnu hein, très certainement hein, la caféine avec le café, la théine avec les thés, et puis bien évidemment les boissons énergisantes. Alors les boissons énergisantes, c'est quelque chose quand même qui est très 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 fort en caféine, enfin la taurine, hein, c'est l'équivalent de 8 expresso, hein, je crois, une canette. Donc c'est pas rien. Et alors en termes de sucre, je crois qu'on est sur les boissons les plus sucrées qui se fait dans le commerce. Donc voilà, vraiment à utiliser avec parcimonie et une vraie modération. Hein. Le, la consommation de substances psychoactives, pour reprendre un petit peu cette terminologie-là, c'est-à-dire que ça va venir un peu modifier chimiquement le cerveau et il va donner des informations, il va transmettre des informations à nos organes. Et là, typiquement, que ce soit la caféine, la théine ou la taurine, ça va envoyer une information en disant, tiens, on accélère le cœur, on accélère le cœur, on accélère le cœur. Quand je cherche à m'endormir, mon corps il a besoin de se mettre en condition. Sur ma phase de sommeil lent léger, cette phase d'endormissement, mon corps il a besoin de se mettre en condition. Il a besoin d'avoir un rythme cardiaque qui commence à diminuer, une température corporelle aussi qui commence à s'abaisser, puisqu'on a besoin d'avoir une température corporelle relativement basse. C'est pour ça qu'on a autant de mal à dormir quand il fait chaud. C'est parce que notre corps il n'est pas prévu pour. Nous, on s'endort quand il fait froid. Euh, et si vous lui rajoutez en plus des substances dites psychoactives, caféine, théine, etc., donc vous allez venir accélérer le cœur, augmenter votre température corporelle, et du coup, ça va venir impacter votre endormissement, ou voire même ça va vous réveiller au cours de la nuit parce que ça va se mettre à taper ou aller un peu trop. Ça y est, j'ai perdu mes doigts, ça devient inquiétant, voilà. Autre substance psychoactive, tout aussi connue d'ailleurs, hein, on peut parler de l'alcool, on peut parler du cannabis, voire d'autres substances. Bah, là, c'est un peu plus sournois d'ailleurs, ça va avoir exactement les mêmes effets que la caféine, etc. Ça va venir augmenter le rythme cardiaque, donner d'autres informations à nos organes. Mais là où c'est un peu plus vicieux, c'est que ça va plutôt nous avoir un effet souvent sédatif.
quand on a un peu arrosé un repas, comme on dit, bah, c'est vrai qu'on a tendance à un peu piquer du nez parce que l'effet de l'alcool fait que ça nous sédate un petit peu. Donc on a l'impression que ça nous fait du bien, au même titre que les personnes qui ont pu consommer du cannabis pour arriver à s'endormir. C'est vrai que ça marche. On arrive un peu plus facilement à s'endormir parce qu'il y a cet effet sédatif-là. Mais par contre, ça va venir fragmenter le sommeil en d'innombrables micro-réveils, c'est-à-dire qu'on est tout le temps réveillé physiologiquement, même si on s'en rend pas bien compte parce qu'on est un petit peu dans un état second, ça va venir nous réveiller un nombre de fois incalculable et du coup, on n'aura jamais de sommeil vraiment récupérateur. Ça va très clairement impacter les sommeils profonds et le sommeil paradoxal. Et ces sommeils profonds et paradoxaux, c'est cette phase de sommeil où les organes y récupèrent le plus. Donc voilà, alcool, cannabis, substances, autres substances avant de se coucher, c'est quelque chose qui a un impact non négligeable sur la qualité du sommeil. Encore une fois, comme je vous le disais, on a besoin d'un certain environnement, on a besoin d'une certaine disposition pour arriver à s'endormir, c'est-à-dire durant cette phase de sommeil léger, j'ai besoin de me mettre en condition. J'ai besoin que ma respiration s'apaise, j'ai besoin d'être calme, j'ai besoin d'avoir un rythme cardiaque qui commence à diminuer, voire d'une température corporelle qui commence à descendre. Donc il est important d'être dans un environnement propice. C'est d'autant plus important que sur cette phase de sommeil, d'endormissement, donc j'ai mon corps physiologiquement qui commence à se mettre en condition de sommeil, donc avec les éléments que je vous ai parlé, le rythme cardiaque, la température, mais pour autant mon cerveau reste ultra sensible à l'environnement, à ce qui se passe autour de nous. C'est-à-dire qu'on va pouvoir très rapidement stimuler le cerveau et on va pouvoir très rapidement venir interrompre cette phase d'endormissement. Encore une fois, on l'a déjà vécu, hein, on sent qu'on s'endort, il se passe quelque chose et hop, on a l'impression qu'on est obligé de repartir sur un cycle, un effort limite pour arriver à s'endormir. Ben voilà, c'est ça, c'est que le cerveau est interrompu par quelque chose. Donc de se mettre dans un environnement propice, ça peut faciliter aussi l'endormissement. Encore une fois, la température corporelle est vraiment très importante. Donc, idéalement, une pièce qui n'est pas trop chaude, quelque chose entre 16 et 20 degrés, c'est vraiment une température de pièce qui est idéale pour arriver à s'endormir. Comme je vous l'ai dit précédemment, c'est pour ça qu'on a autant de mal à s'endormir quand il y a les canicules ou les fortes chaleurs, parce que le corps n'est pas en condition. Donc, une pièce fraîche, idéalement, c'est l'idéal. Alors, je ne vous encourage pas pour autant à aller vous coucher dans votre congélateur. Ça marche, hein, mais c'est un peu radical comme solution. Mais voilà, d'être au frais, c'est quelque chose qui fonctionne beaucoup mieux. D'ailleurs, un bon indicateur hein, pour ceux qui peuvent conduire tardivement, quand on commence à augmenter en voiture, quand on commence à mettre la climatisation pour se réveiller quand on conduit, c'est l'indicateur de dernière minute. On est dans le rouge déjà, c'est-à-dire qu'on commence à s'endormir. Et quand vous allez mettre la clim, ça va avoir un effet vivifiant sur les quelques premières secondes, mais très rapidement, ça va encourager et favoriser votre endormissement. Donc, ouais, euh, faites attention aussi à cet élément-là. La pièce sombre, calme, une literie correcte, bah, encore une fois, si je suis mal installé, bah, bien évidemment, hein, vous l'aurez compris, c'est un peu plus compliqué d'arriver à trouver le sommeil. S'il y a du bruit, automatiquement, bah, voilà, mon cerveau va être stimulé, je vais regarder à droite, à gauche. Des lumières aussi, alors il y a des personnes chez qui ça ne fait rien, ils arrivent à dormir en plein jour, mais il y a des personnes, un filet, un petit rayon, etc., ça va tout de suite les interrompre. Bon, on le dit tellement souvent, je ne sais même pas si j'ai besoin de le rappeler. Les écrans, c'est vraiment, j'allais dire, à proscrire. On ne peut plus proscrire les écrans aujourd'hui, on est tout le temps dessus. Mais à éviter le maximum avant de s'endormir pour les raisons qu'on connaît. Déjà, l'écran nous projette une lumière qui est assez proche de celle du soleil. Du coup, ça donne une mauvaise information au cerveau. Le cerveau se dit, bah non, je suis en plein jour. Du coup, il va moins sécréter de mélatonine, il a pas cette habitude-là de sollicitation, donc c'est un peu plus compliqué. De plus, bah, ça va nous stimuler, on va regarder une série qui nous intéresse, un film qui nous intéresse, enfin que sais-je, et du coup, bah, forcément, ça va venir nous occuper et on va avoir un peu plus de difficulté à trouver le sommeil. On peut jouer à minima, hein, les effets sont discutables et discutés d'ailleurs. On peut jouer un petit peu sur les éclairages nocturnes, les options confort des yeux, Night Shift sur les produits Apple, ça va venir
un petit peu abolir l'effet lumière bleue à minima. C'est pas ça qui va changer radicalement la donne, mais ça peut être une option c'est une option qui existe. N'hésitez pas à l'utiliser si vous êtes devant les écrans un peu tardivement. Ça peut un peu aider, mais voilà, de très faible matière. Je ne sais plus. Voilà, on va passer à autre chose. Euh, Pensez bien évidemment à désactiver les alarmes, les notifications, hein, pour les raisons qu'on connaît, hein. Je crois qu'on s'est tous fait réveiller à 3 heures du mat pour une notification dont on n'avait pas vraiment besoin à 3 heures du matin. Bon, en général, on le corrige assez rapidement, ça, mais c'est bien d'y penser aussi. Et puis, de faire aussi attention aux LED blanches qui sont très en vogue. Alors, c'est vrai que ça donne une lumière très diffuse, très éparse, c'est vraiment assez agréable. Mais par contre, on est sur un spectre lumineux qui est très proche de celle de la lumière naturelle. Et encore, ça va venir compliquer bah, l'endormissement parce que le cerveau se croit en plein jour. Et puis aussi, ça peut augmenter un peu la température de la pièce. Les LED blanches, ça chauffe un petit peu plus. Ça ne va pas augmenter la température de la pièce de 5, 6 degrés, mais de 1, voire 2 degrés s'il y en a plus, oui, c'est possible. Donc quand il fait déjà 22, 23, bah voilà, ça peut très vite compliquer la donne. L'activité physique est recommandée le matin, sans qu'il s'agisse forcément d'une forte activité. Une demi-heure de marche active, ça peut suffire. Il y a une étude qui a été faite de 2015 qui est assez intéressante. J'aime bien l'utiliser pour illustrer un petit peu le discours. Ils ont pris un panel de personnes, je ne sais plus de combien, on va dire de 100 pour l'exemple, de 100 personnes qui avaient des troubles du sommeil identifiés qui n'avaient pas d'activité physique. Ces personnes se sont tous mis au sport, à une activité physique de 30 minutes de marche active. Donc la marche active, c'est tout simplement une marche avec un rythme un peu soutenu, hein. Clairement, on passe la seconde, on est un petit peu essoufflé, mais on ne court pas pour autant. Eh bien, chez 80% d'entre eux, ça a amélioré leur sommeil. Ça n'a pas réglé tous les problèmes de sommeil, bien évidemment, mais 80% d'entre eux ont dit que ça a amélioré mon sommeil. Donc, très clairement, on se rend compte que l'activité physique, c'est un vrai atout pour améliorer son sommeil, tout simplement parce que ça va générer déjà de la fatigue physique, ça va fatiguer les muscles, etc. Du coup, ça va nous aider à nous endormir. Et puis, euh, ça va un petit peu consolider les phases de sommeil profond et les phases de sommeil paradoxal. Attention, toutefois, quand même, quand on fait du sport, on va sécréter des enzymes qui sont un petit peu spécifiques, l'adrénaline, noradrénaline, cortisol, etc. Et ça va venir accélérer le rythme cardiaque, ça va venir augmenter la température corporelle. Et si on va se coucher 1 ou 2 heures après avoir une grosse séance de sport, parfois ça peut compliquer l'endormissement quand même. Donc, chez certaines personnes, ça n'a pas trop de retentissement. Au contraire, ils arrivent à bien s'endormir. Mais chez d'autres personnes, ça peut être le cas contraire. Donc souvent, on dit que c'est à distance de l'endormissement, c'est au moins 4 à 6 heures du coucher, avant d'aller se coucher qu'on fait du sport. Idéalement, c'est début d'après-midi. Maintenant, tout le monde ne peut pas faire du sport en début d'après-midi. Éviter les activités dites stressantes. Alors, je me suis bien gardé de trop caractériser les choses, hein, parce que c'est un peu délicat. Les films violents, les films ceci, les films cela, ou les séries ceci, les séries cela. Chacun a sa propre perception des choses, chacun a sa propre tolérance. Si vous me forcez à regarder La Reine des Neiges à 23 heures, moi je vais être dans un état pas possible, hein. Et à contrario, toute personne, ce sera le contraire. Donc voilà, on sait un petit peu ce qui va nous toucher, nous sensibiliser, augmenter un peu notre rythme cardiaque, nous mettre un peu sous pression. Donc voilà, essayez de trouver des choses qui vous correspondent le mieux. Les jeux vidéo violents, encore une fois, on peut sortir beaucoup d'adjectifs qualificatifs. Moi, j'ai plutôt tendance à parler de choses un peu compétitives qui vont me mettre sous pression. Je pense que quelqu'un qui joue au tarot en ligne ou au poker en ligne, avec ou sans argent d'ailleurs, quelque chose avec des enjeux, avec un peu de stress, ça peut le mettre dans un état de stress. Clairement, augmenter le rythme cardiaque, augmenter la température corporelle, ça va le mettre dans un état de stress autant que Call of Duty ou que sais-je. Donc voilà, tout ce qui est un peu avec des enjeux, que ce soit sur son téléphone portable ou ordinateur, console, j'en passais des meilleurs, il faut s'en méfier, ça peut très clairement aussi avoir un retentissement. Et puis voilà,
attention aux fausses bonnes idées, comme je dis, enfin comme on dit, les douches et les bains chauds, alors ça a un effet relaxant indiscutable. Ça fait du bien, une boisson chaude tout autant, je suis complètement d'accord, sauf que ça va venir augmenter votre température corporelle, ça va venir augmenter le rythme cardiaque, et du coup, bah, on l'a vu, ces éléments-là vont venir compliquer l'endormissement, voire retarder l'endormissement. Pour savoir un petit peu si notre sommeil est plutôt de bonne qualité, souvent, ce qui est dit, c'est que si on subit des gênes dans la journée, s'il y a des perturbations dans notre quotidien au travail, c'est-à-dire que j'ai vraiment du mal à faire les tâches que je faisais il n'y a pas si longtemps, j'ai vraiment l'impression de faire des efforts considérables, de ramer un petit peu, encore une fois, les expressions que l'on connaît, c'est que parfois, ça peut être en lien avec une problématique du sommeil. Donc, il y a plusieurs signes qui peuvent nous laisser penser qu'il est important d'aller consulter. Des ronflements importants, mais vraiment très importants. Notre conjoint, notre conjointe qui nous fait: Oh, dis donc, tu ronfles, tu t'arrêtes de respirer, tu fais des bruits bizarres. Ça, c'est quelque chose qui va vraiment nous laisser penser qu'il est important de consulter. La somnolence au volant ou au travail. La somnolence, c'est vraiment des moments où je n'arrive plus à tenir éveillé, où je pique du nez. Ce n'est pas la somnolence après manger entre midi et 15 heures. Ça, c'est une somnolence qui est parfaitement normale et physiologique. Donc ça, non. C'est vraiment à 9 heures, 10 heures du matin, j'ai des moments où je sombre. Ça, c'est vraiment de la somnolence qui va pouvoir nous laisser penser qu'il y a un problème. On parle bien évidemment des phénomènes d'apnée du sommeil. On a peut-être déjà entendu parler, donc ça aussi, c'est important de consulter. Les impatiences des membres inférieurs, donc ça va être euh, une sensation irrépressible de bouger les membres inférieurs au moment où on est au calme. Enfin, pas au calme quand il y a de la nervosité au travail. Je parle quand je suis dans mon lit, je vais pour m'endormir, je commence à m'endormir et tout d'un coup, j'ai cette une pulsion à bouger mes jambes. On parle là plutôt de quelque chose qui relève des syndromes des jambes sans repos. On s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui souffrent de ce syndrome-là. On n'en parle pas beaucoup, on en parle moins que des apnées du sommeil, mais pour autant, a priori, en termes de pourcentage, il y a quand même plus de gens qui souffrent d'impatience des membres inférieurs, enfin du syndrome des jambes sans repos. Donc ça, c'est un signe qui peut nous laisser penser qu'on a besoin de consulter. Des sueurs nocturnes, profuses, céphalées matinales, euh, ça peut laisser penser parfois des problématiques qui sont plus en lien avec des pathologies endocriniennes, ma thyroïde qui est malade, du diabète ou d'autres choses. Euh, Ça peut nous laisser penser qu'il est important de consulter. Il faut qu'il y ait une récurrence. Si je me réveille de temps en temps avec une sueur, enfin des sueurs profuses, les lits trempés, et puis ça ne se reproduit pas, bon, c'est pas la peine non plus d'en faire état. Mais si c'est quelque chose qui revient régulièrement, qui est accompagné en plus de troubles, enfin des problèmes dans la journée, à bien tourner, à avoir du mal, à avoir des gros moments de somnolence, là, ça peut être intéressant d'aller consulter. Troubles de la concentration, irritabilité, variation de l'humeur, autant de choses qui va venir psychiquement un petit peu m'impacter, c'est que souvent, il se passe quelque chose dans le sommeil qui ne va pas très bien. Alors, voilà, les origines, c'est à explorer parce que ça peut être vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Mais voilà, tous ces symptômes-là, troubles de la concentration, du mal à tourner la journée, c'est quelque chose qui doit vous alerter. Et je pense que on en aura fini avec la partie sur le sommeil. J'espère que dans le SAP, ça vous aura intéressé, ça vous aura appris des choses. Alors, je vais regarder s'il y a des questions. Et je vous encourage à en poser d'ailleurs s'il y en a besoin, si vous en avez. Alors, je pense que ce sera pour Patricia. Je ne prends pas de petit déjeuner. Est-ce un problème? Et ben, ça peut devenir un problème, oui. Déjà, le matin, normalement, on doit avoir faim vu qu'on a dormi, comme l'a dit, 7 à 10 heures. Donc, si on n'a pas faim, ça veut dire que sûrement que le repas de la veille était un peu trop copieux. Après, ne pas avoir faim tout de suite au réveil, c'est normal. Le temps, comme dit, la digestion se fasse et tout se réveille. Mais ce qui risque d'arriver, c'est des carences. Et surtout, si vous n'avez pas vous êtes un grand sportif, le corps va chercher beaucoup son énergie dans les muscles. Donc ça risque d'être problématique. Donc vaut mieux quand même prendre un petit déjeuner, même si c'est plus tard.
peut-être pas une viennoiserie, parce que c'est du sucre rapide, mais quelques amandes, de l'avoine ou du salé, hein. Vous n'êtes pas obligé de manger le sucré le matin, hein. Donc, mais il faut manger quelque chose pour réveiller le corps et lui donner de l'énergie pour la matinée. Euh, Quelle technique conseillez-vous pour effectuer des micro-siestes réparatrices? Alors ça, c'est vraiment très intéressant comme question parce que c'est vraiment quelque chose qui est un petit peu au cœur de l'actualité, la micro-sieste. On en parle de plus en plus, c'est très recommandé. Il y a pas mal de choses dans ce sens sur des sites tels que le réseau Morphée, donc un site internet dédié au sommeil. Donc oui, la micro-sieste, c'est quelque chose qui est de plus en plus recommandé, même par l'INRS. Donc oui, c'est une vraie question. Les techniques, il n'y en a pas des masses, malheureusement. C'est des celles que vous connaissez. C'est un endroit dédié, hein. On, on conseille des endroits calmes aux employeurs aujourd'hui d'avoir des espaces un petit peu dédiés à ça s'ils veulent vraiment promouvoir un peu cette démarche-là. Donc un endroit calme où on est bien installé, euh, sans trop de lumière ou en tout cas voilà une petite pénombre en tout cas. Il faut être dans de bonnes conditions. La micro-sieste, c'est 20-40 minutes. Au-delà, une heure grand maximum, et encore, on ne conseille pas vraiment une heure. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre corps, il est régi par le rythme circadien, c'est ce que je disais. Euh, on a différents cycles de sommeil. On a le sommeil lent léger, donc pour s'endormir, le sommeil profond et le sommeil paradoxal. Ça, ce cycle-là, j'ai besoin de 4 à 6 cycles par 24 heures. Si je fais une sieste d'une heure et demie, et que je chope un, voire deux, voire trois cycles, eh bien mon corps n'en a plus besoin la nuit. Il va me dire, bah non, je ne vais pas m'endormir tout de suite parce que moi j'ai déjà chopé deux cycles cet après-midi sur une sieste d'une heure et demie. Et donc de fait, je vais beaucoup moins bien arriver à m'endormir et je vais même beaucoup moins bien récupérer. Donc l'assiette, il faut vraiment qu'elle soit relativement courte, 20, 40, 45 minutes, vraiment idéalement. Si je n'arrive pas à m'endormir, c'est pas très grave. Si je suis dans un endroit calme et que je suis entre deux eaux, comme on dit, je somnole plus ou moins, c'est quand même un temps où on va venir récupérer et on va arriver à en tirer un vrai bénéfice de ce temps de calme, de ce temps de repos, même s'il n'y a pas forcément d'endormissement. Donc voilà. Par contre, conseil magique, bah, il n'y en a pas tellement. Il faut, j'aurais tendance à dire plutôt un endroit dédié, un endroit spécifique où il fait pas trop chaud, où il n'y a pas trop de lumière, où c'est relativement calme. Oui. Hmm. Comment Moi, améliorer Ah pardon, vas-y, excuse-moi. non, non, j'avais comment améliorer sa concentration au travail? Alors ça, c'est multifactoriel. Le sommeil, bah, comme il dit, peut avoir un impact. L'alimentation, les carences en magnésium, en oméga 3 ou une alimentation pas assez riche bah, perturbe la concentration, mais aussi l'environnement de travail. Si vous êtes une personne qui a besoin de calme pour travailler, vous êtes en open space, bah, voyez si vous pouvez vous isoler ou mettre un casque anti-bruit. Mais si c'est par rapport à l'alimentation, c'est un apport important donc dans les fruits et légumes et dans les sucres lents, ça peut vous aider surtout le matin. Euh, Pour ajouter une petite donnée Mm, supplémentaire, ce qui pourrait être intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui me déconcentre, qu'est-ce qui fait mm. que j'ai du mal à me concentrer au travail. C'est parce que je suis fatigué, donc du coup, ça pourrait nous dire, tiens, c'est peut-être un souci en lien avec le sommeil ou une carence effectivement en vitamines ou quelque chose. Est-ce que je sors suffisamment? Est-ce que je profite du soleil? Est-ce que je vais en extérieur? Enfin, il y a tellement de facteurs que c'est un peu compliqué d'avoir une réponse très très pointue, mais d'identifier peut-être ce qui va compliquer ma concentration, ça peut être quelque chose qui me donne une orientation sur sur ce que je dois travailler. Et ensuite, dans les questions-réponses, il y a une question. Alors, madame, quels sont les aliments qui favorisent un bon sommeil? Bon, hop, ça tu l'avais déjà Ouais, dit. ouais. Ensuite, pour faire le lien entre les deux sujets, donc conseillez-vous consommer le repas du soir et en quelle quantité? D'abord, les aliments, bah, comme avait dit, ce sont bah, tout ce qui est le moins gras possible et plutôt le plus léger. Après, le soir, c'est en fonction de ce que vous avez mangé dans la journée, parce qu'il faut quand même votre apport. Donc, le soir, vous pouvez manger une petite salade avec un peu de féculents. Les protéines sont pas obligatoires si vous en avez mangé dans la journée, et des fruits et légumes.
Mais après, faut pas manger tout de suite avant d'aller se coucher. En général, je vous recommande plutôt de manger, si vous vous couchez vers 23 heures, mangez plutôt aux alentours de 19h30, 20 heures. Il faut pas que l'estomac soit rempli, avant d'aller se coucher. Euh, Est-ce que la lecture sur une liseuse est néfaste avant l'endormissement? Alors néfaste, non. Si c'est vraiment super intéressant et que c'est passionnant, ça peut capter votre attention et ça peut retarder l'endormissement. Après, une liseuse, c'est quand même relativement doux, hein. C'est vraiment prévu Oui. pour pas trop de rétroéclairage avec une texture, enfin, enfin, un rendu, pardon, un spectre de lumière. Voilà, c'est le terme que je cherchais, qui est vraiment dédié à la lecture. Donc, à ma connaissance, j'aurais tendance à dire non. Je- Pas de façon certaine, mais quand même assez sûr de moi. Par contre, oui, bah, forcément, si ça capte votre attention, ça peut retarder votre endormissement. Mais si vous arrivez à vous dire, bon, bah voilà, là, ça y est, il faut que je ferme les yeux et que vous fermez et que vous allez vous endormir, non, non, aucunement, aucunement. Alors, est-il déconseillé de dormir sur le ventre? Parfois, c'est la seule position qui me convienne pour bien dormir. Alors, j'ai lu des choses effectivement dans cela. On conseillait de dormir plutôt sur le côté gauche pour l'estomac, etc. C'est vrai que physiologiquement, chez la plupart des gens, c'est plutôt ce qui va être conseillé, mais des personnes, on n'est pas tous fait pareil, les organes ne sont pas tous positionnés. Enfin voilà, il y a toujours certaines disparités. J'ai pas de, j'ai pas la réponse là à cette question. Euh, Chacun ses habitudes, j'ai envie de dire. Si vous dormez bien sur le ventre, si ça ne génère pas de troubles, souvent sur le ventre, en fait, là où ça peut avoir, c'est quand on a des affections périarticulaires, c'est-à-dire souvent les épaules. Parce que souvent, on ne dort pas vraiment sur le ventre, on dort sur le ventre, mais avec le bras comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'on va, on va mettre en abduction son épaule, donc on va surélever son bras et on va poser sa tête dessus. Et là, si on a une atteinte, si on a une tendinopathie, si on a un ligament, un supraépineux, sous-épineux qui est un petit peu abîmé, bah, ça peut venir dégrader aussi la bonne santé des ligaments, hein. C'est un peu le phénomène du no rest pour les épaules. C'est pas de repos, c'est-à-dire que toute la journée je travaille avec et la nuit je dors dessus. Donc voilà, c'est la seule chose comme ça à ma connaissance qui pourrait laisser penser que ça peut avoir un effet néfaste, mais sinon, à ma connaissance, non, ça n'a pas de retentissement comme ça. Alors, est-ce qu'il y a un espacement optimal entre l'heure du sommeil et le repas du soir? Euh, Bah, tant que vous allez vous manger, vous n'allez pas directement vous coucher. Après, tout dépend à quelle heure vous vous couchez, hein. Comme a dit Sylvain, à partir d'une certaine heure, la digestion se ralentit. Donc, le but, c'est que vous, pour bien dormir, c'est que votre estomac ne soit pas trop rempli au moment d'aller vous coucher. C'est Après, quoi la question? alors, sur les deux, il y en a qui font sur la discussion et Ah d'autres oui, qui font d'accord. outils. Ok, d'accord, Donc, d'accord, c'est ça. donc j'ai ouvert les deux. Est-ce qu'il y a un espacement Alors, en fait, c'est pas tant l'espacement. Oui, c'est un peu ça fait quoi ce Ouais. que tu disais. Voilà, on sait que notre organisme, il va un petit peu ralentir, les choses vont un peu moins bien fonctionner. Enfin, c'est pas que ça va moins bien fonctionner, c'est que ça va fonctionner différemment à une certaine heure. Donc, si à 23 heures, je mange quelque chose de relativement dense, relativement copieux, je sais que là, ça va pas bien digérer la nuit. Ça, c'est quasi une certitude. Ouais. En fait, il faut se dire que le repas du soir, c'est le final de la journée, en fait. Le repas du soir, c'est juste pour compléter ce que vous n'avez pas mangé dans la journée. Donc, c'est-à-dire que si vous avez sauté un repas le midi, bah, votre corps va avoir très faim. Donc, on va tendance à manger beaucoup plus le soir. D'où l'importance de bien répartir la quantité et le nombre de repas par jour. Alors, je fais le régime intermittent. À partir de 21 heures, je ne mange plus jusqu'à 13 heures. Est-ce néfaste pour la santé? Actuellement, j'essaie de gagner du muscle et perdre de la graisse. Et apparemment, le corps utilise la graisse de réserve et pas l'énergie du déjeuner. Alors, il y a beaucoup de débats sur le régime intermittent. Alors, je suis pas l'experte là-dessus, donc je vais pas peut-être pas répondre tout de suite. Mais sachez que votre corps a besoin
d'un apport calorique journalier. Donc, si vous faites du sport, c'est pas ce que je vous recommande de faire. Ensuite, pour prendre du muscle et perdre de la graisse, ben ça, c'est l'équilibre entre les glucides et les lipides. Pour nourrir les muscles, le corps a besoin de protéines, de minéraux, de vitamines. Et oui, le corps va aller sur la réserve si l'apport énergétique de la journée n'est pas suffisant. C'est pour ça qu'il faut faire attention à l'équilibre alimentaire et les régimes, faut faire attention à ça. Donc, je suis pas une experte, donc vaut mieux être accompagné d'un professionnel pour certains régimes. Et Dans- surtout, oui, vas-y. Non, non, je t'en prie, pardon. Non, non, vas-y, j'avais... Ce que je veux dire, en fait, ce que j'entends un petit peu la question, c'est que dans la formulation, c'est ce qui nous est dit, enfin, c'est ce qu'on entend, ce qu'on peut lire, c'est qu'il y a des raccourcis un petit peu faciles. Il y a du Oui. vrai, mais il y a des raccourcis qui sont faits et il faut, voilà, je rejoins complètement Patricia, il faut être accompagné bien souvent pour pas aller trop taper dans les réserves parce que du coup, en fait, ça va venir trop dans les réserves, je veux dire de notre bien-être, pas uniquement les réserves de tissus lipidiques, etc. Non, c'est que ça va vraiment, ça peut vraiment faire du mal à notre organisme si c'est pas fait comme il le faut. Voilà, ça va venir, ça peut user certains organes, ça peut être même très grave dans certains cas de figure. Mm. Donc voilà, faut faire ça en bonne intelligence. Et puis, ça va aussi beaucoup dépendre de votre activité et de votre ressenti, hein, parce que, bon, je vais reprendre un petit peu l'exemple de l'aéroportuaire, parce que je travaille sur l'aéroport, mais quelqu'un qui est sous un avion à manipuler du bagage, qui a commencé à 6 heures du mat, s'il n'a pas déjeuné, s'il n'a pas quelque chose, ça va lui faire du mal, hein, ce type de format-là. Donc voilà, ça dépend de ce que vous faites, ça dépend de pas mal de paramètres. Et encore une fois, voilà, de peut-être faire les choses en bonne intelligence. Souvent, on le sait, hein, quand on commence à un peu dépasser les limites, on s'en rend compte, on a des signes d'appel. Donc ça peut être aussi intéressant de les écouter, ces signes-là. Faire si le corps a besoin de sucre, mais que l'on est diabétique. Comment bien s'alimenter dans ce cas-là? Et ben dans ces cas-là, il faut aller dans les aliments où l'indice glycémique est le plus bas. C'est-à-dire, il y a des fruits et légumes, les céréales complets ont un indice glycémique assez moyen. Vaut mieux éviter tout ce qui est très sucré, à sucre rapide, le miel et tout, et tout ce qui est farine blanche. Mais après, vaut mieux être accompagné par un professionnel spécialisé, un diabétologue ou une nutritionniste diététicienne spécialisée dans le diabète. Mais en tant que diabétique, c'est plutôt des aliments en indice glycémique bas. Par exemple, les pâtes pour le pain al dente, ça diminue l'indice glycémique. De façon générale, plus vous cuisez des aliments, plus ils deviennent sucrés. Exactement. Prenez par exemple l'exemple je ne discrimine rien, je mange du sushi, hein. Mais l'exemple des sushis, du riz qui est archi cuit, ultra cuit, bon, vinaigré, sucré en plus, on Mm. rajoute des choses, Oui. mais c'est quelque chose avec un indice glycémique, on bat des records, hein, véritablement des records. Donc voilà. Euh, Après, c'est très compliqué pour le diabète. Il est Oui. tout le temps obligé le diabétique, je veux dire, pardon, il est tout le temps obligé de jongler avec Oui. énormément de paramètres, Oui. sans pour autant tomber dans la privation à outrance, parce Non. que c'est pas très bon non plus. Donc, Mm. c'est compliqué. Vraiment, si c'est un sujet, comme le disait Patricia, être accompagné, soit avec le diabétologue, et sinon, le diabétique a droit aussi à un suivi avec un spécialiste, une diététicienne, complètement. Il y a d'autres questions. Euh, Est-ce qu'il y a un espacement optimal? Je ne sais pas si on y a répondu. Ça aussi, Oui, on si, avait oui, répondu oui, tout à oui, pardon. l'heure. Moi, je pense qu'on a fait le tour. Tout, oui. Parce que, hop, hop là. Est-ce qu'on a répondu à toutes vos questions ou est-ce que vous en avez d'autres ou peut-être que vous n'avez pas compris? De toute façon, en toute logique, à l'issue de cette présentation, vous aurez un lien qui vous sera fourni, un replay où vous retrouverez nos coordonnées, je pense. S'il y a des questions qui viennent dans un deuxième temps, voilà, vous pouvez les formuler par mail quand vous aurez le lien qui vous sera envoyé. Et s'il n'y a donc pas plus de questions, je pense qu'on va pouvoir mettre un terme Oui. à cette présentation. Merci de votre attention. En tout cas, vous étiez
une soixantaine, une bonne partie de Oui, la présentation. Donc, j'aime à croire que ça vous intéressait. Voilà, bah, je vous souhaite une très bonne après-midi, un très bon week-end et bon je vais clôturer et on se retrouve sur week-end. Teams. Au revoir.